Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je suis effectivement ravie d'avoir encore le plaisir et l'honneur d'animer cette webconférence pour les 3 sites de l'ESCAZ. Effectivement, en étant ancienne étudiante, je connais en tout cas le parcours de formation et les valeurs que porte l'ESCAZ, et c'est aussi ce qui fait mon engagement auprès de l'école, comme le soulignait Christine. Je suis vraiment ravie de pouvoir participer une nouvelle fois à ça et à cette conférence, et surtout sur le thème de la bienveillance et de la réconciliation entre la bienveillance et le travail. Donc, je pense que tout comme moi, vous avez hâte qu'Emmanuel nous introduise ce sujet et nous fasse un petit peu quelques éclairages sur ces éléments-là. Je vous invite bien évidemment, hein, comme l'avait souligné Christine, à répondre un petit peu au sondage avec une petite question finalement sur la bienveillance. Pour moi, c'est quoi? Avec nos propositions, et on reviendra sur ce sondage dans quelques minutes. Alors, je vais laisser la parole dans quelques instants à Emmanuel, effectivement, pour ce sujet-là. Alors, j'ai la lourde tâche de présenter Emmanuel. Alors, comment présenter Emmanuel en quelques mots? Alors, je vais reprendre une expression qu'elle a l'habitude d'utiliser, et comme elle l'aime mal dire, sa vie professionnelle est pleine de rebonds et de passion, et elle lui ressemble. Et je connais Emmanuel depuis peu, mais je peux vous garantir que c'est totalement vrai. Pour vous décrire un petit peu Emmanuel, elle est consultante spécialisée dans l'excellence relationnelle en entreprise depuis plus de 20 ans. Elle a fondé Créactive, donc une entreprise dont le but est de guider finalement les organisations dans la dynamique de communication commerciale et managériale, en plaçant l'excellence relationnelle au cœur de tout. Et là, vous commencez à faire un petit peu le lien normalement avec le sujet d'aujourd'hui. Et puis, il y a un an, puisque Créactive, c'était pas suffisant pour Emmanuel, et bien Wunjo est arrivé, a vu le jour, et c'est une entreprise, une organisation qui est dédiée à la qualité de vie au travail. Alors, l'expérience d'Emmanuel sur l'ensemble du territoire français, dans des structures qui sont aussi bien des grands groupes que des petites structures, qui sont dans des secteurs aussi bien privés que publics, tout ça mêlé à une approche assez originale qui mêle un petit peu le business et les sciences humaines. Et là, on se dit, finalement, ça peut faire du lien. Forcément, Emmanuel, c'est arrivé un peu comme une évidence pour animer ce sujet autour de la réconciliation, de la bienveillance et du travail. Dans quelques instants, Emmanuel vous livrera son point de vue qui est déconcertant de simplicité, vous le verrez, et qui pourtant peut paraître révolutionnaire dans notre rapport au travail. Et là, on commence à faire un petit peu le teasing de ce qui arrive. Avant cela, je vais regarder où en est notre petit sondage pour partager un petit peu les résultats. Donc, merci d'y avoir participé. Alors, sur la bienveillance, c'est quoi pour moi? On a 57% de répondants, ce qui est plutôt positif, qui disent que c'est une valeur précieuse qui est à vivre. On est autour de 37% qui est une règle d'or que je mets en pratique. Donc, on a une large majorité qui sont déjà bien croyants. Et on a quand même un petit peu de personnes qui restent un peu sceptiques, avec 7% qui pensent que c'est un concept à la mode. Alors Emmanuel, je vais te laisser la main et te céder la parole pour rentrer un petit peu plus dans ce détail et dans ces éléments-là, pour peut-être faire que ces 7% changent d'avis d'ici la fin de la conférence. Merci Hélène pour cette entrée en matière. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir. Et je vais reprendre le premier qualificatif du sondage qui était précieux. En fait, ce soir, vous allez m'offrir des minutes précieuses de votre vie, et vous allez aussi vous en offrir à vous. Je vous félicite d'être avec nous ce soir pour parler du sujet de la bienveillance. Il fallait même oser être présent pour parler de ce sujet, parce que la bienveillance, c'est une thématique qu'on a entendue sur toutes les lèvres, et Dieu sait que le sujet, ce n'est pas de trop en parler, mais bien plus de respecter la noblesse de ce terme. Ce soir, c'est ça que je vais essayer de faire avec vous, essayer de remettre le curseur à la bonne place. Je ne vais surtout pas vous donner des recettes toutes faites sur comment être bienveillant au travail, parce que je dois vous dire ça quand même en entrée en matière. Il me faut vous dire que loin de moi l'idée d'être exemplaire. Je pense que je me bats chaque jour avec ma capacité à être bienveillante avec moi-même, et j'essaye de donner le meilleur de moi-même pour être bienveillante avec les autres, mais je pense que c'est un long chemin, c'est un apprentissage, et s'il y a bien un effort qu'il s'agit à mon sens de faire quand on est un être humain et quand on est dans le monde du travail, c'est celui de s'intéresser à ce qui est la plus noble des vertus, la bienveillance, cette vertu extrêmement précieuse,
cette valeur après laquelle on court tous quand ça ne va pas bien. Est-ce que vous avez remarqué qu'on dit tout le temps bienveillance, bienveillance? Oh, il y en a marre de ce terme. Mais par contre, dès qu'on ne se sent pas bien, dès qu'un collaborateur a des difficultés, alors il dit je manque de bienveillance dans mon entourage professionnel. Il y a comme une forme de dichotomie. Et c'est un peu la raison pour laquelle ce soir, on a décidé que cette webconférence aurait une thématique qui est elle aussi à l'exemple, à l'identique, basée sur une dichotomie. Comment on peut réconcilier bienveillance et travail? Dès le départ, dans la formulation, on entend qu'on est en train d'opposer cette vertu, cette valeur noble qu'est la bienveillance, et finalement l'exercice du travail. Comme s'il y avait un constat commun, une forme d'évidence, qui est qu'aujourd'hui, dans notre vie professionnelle, on est plus finalement en contact avec des univers malveillants, des univers qui nous voudraient du mal ou qui nous feraient du mal. Je pense qu'il serait possible aussi de trouver énormément de déterminants très positifs qui tendraient à faire mentir ce constat. Il y a dans notre vie en général et dans notre vie au travail tout qui se côtoie et qui se mélange. Ce soir, je ne vais pas vous faire une démonstration des meilleures manières d'être bienveillant. Je vais essayer de vous proposer ce que Christine appelle ce pas de côté, peut-être une autre façon de regarder le sujet de la bienveillance qui est, et je dois vous le dire en entrée en matière, qui est vraiment évidemment mon propre regard, qui n'engage que moi. Et dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon âme, il y a 3 croyances fondamentales. Ce sont celles qui ont toujours guidé mon action en tant qu'entrepreneur. J'ai créé un certain nombre de sociétés, j'ai eu à cœur de créer des emplois et d'essayer de faire vivre au travail une expérience positive. Et tous mes actes au quotidien dans ma vie professionnelle sont basés sur cette triple croyance. La première, je pense qu'en fait, l'entreprise, c'est une fédération d'énergie, de talents, de personnes physiques qui tendent à réaliser ensemble une mission commune. Ce qui veut dire par là que le sens que l'on met dans l'exercice de son travail est, à mon sens, un moteur extrêmement puissant. Ma deuxième croyance fondamentale, c'est que le travail n'est pas fait pour nous faire souffrir, mais au contraire, nous donner l'occasion de nous épanouir, de nous réaliser, de mettre en exercice une part de nous-mêmes. La troisième croyance que j'ai envie de vous partager, et qui est encore une fois le socle de ma prise de parole, je crois qu'il y a vraiment urgence à humaniser ou à réhumaniser la vie au travail. Je pense que l'entreprise doit se reconnecter avec son sens profond, son nécessaire impact social, sociétal, environnemental, et que l'entreprise ne peut pas être simplement un organe qui vise à être productif dans une finalité purement financière. Le propos que je vais vous partager ce soir s'appuie sur... alors, je vais vous partager l'écran. J'espère que vous le voyez bien. N'hésitez pas à me le dire si ce n'est pas le cas. Le propos que je vais vous tenir ce soir est organisé en 3 parties. D'abord, vous savez, en tant qu'être humain, on est des êtres de mental, des êtres de réflexion. On a besoin de réfléchir, on a besoin de nourrir notre esprit. Donc, dans un premier temps, je vous propose de partager une forme de définition de ce qu'est la bienveillance en général et la bienveillance au travail en particulier. Ensuite, une fois que notre mental sera nourri, l'idée, c'est de faire descendre l'information jusqu'à cet organe extraordinaire dont nous sommes tous dotés, qui s'appelle le cœur. L'idée, c'est de faire vivre chez vous, de vous connecter à l'énergie de l'envie, de créer chez vous une forme de motivation pour que vous puissiez mettre votre attention ce soir sur ce sujet et évidemment à l'issue de cette conférence. On se demandera donc en quoi la bienveillance au travail est un enjeu aujourd'hui plus que jamais. Et dans une troisième partie, quand on a effectivement bien compris ce dont on parlait et quand on a envie et qu'on est motivé pour regarder le sujet, évidemment, on a besoin d'avoir des clés d'action, des idées extrêmement concrètes, d'avoir des exemples et des illustrations qui permettent de savoir comment on peut vivre la bienveillance au travail. C'est donc à partir de ce plan que je vais vous proposer de prendre la parole pendant les 30 minutes qui vont suivre et on aura l'occasion dans la deuxième partie de cette webconférence, d'échanger et de débattre, parce que je n'ai pas raison, vous n'avez pas raison non plus, on a tous des points de vue, des regards, des expériences qui sont toutes bonnes à entendre.
Alors, mettons-nous d'accord sur ce qu'on entend par bienveillance. J'aime bien reprendre les fondamentaux et regarder ce que le dictionnaire dit. Il dit que la bienveillance, c'est le fait d'avoir des bonnes dispositions envers l'humain. En étymologie, bénévolence veut dire de bonne volonté, qui nous veut du bien. Donc on entend tout de suite l'idée de porter une belle intention, une intention noble. En Angleterre, on a une double traduction du mot bienveillance. On peut la dire goodwill, cette attitude positive, et on entend parler du care. C'est un mot qui vient aussi de plus en plus en France, notamment dans l'univers médico-social. Donc on entend derrière ces mots-là la notion d'engagement et de générosité dans la relation. J'aime bien aussi revenir au sage stoïcien Marc Aurèle, qui, comme je vous le disais en entrée en matière, estime que la bienveillance serait une forme de méta-valeur, finalement la plus noble des valeurs. Donc on entend dans le mot de départ la portée positive, c'est-à-dire que la bienveillance, ça serait vraiment une valeur qui est liée au bien, à l'art et à la manière de faire bien. Vous allez m'entendre ce soir beaucoup paraphraser ce mot avec l'expression prendre soin. J'aime me dire que veiller au bien, c'est prendre soin de la personne humaine, s'intéresser réellement à elle, lui porter une attention sincère. Et finalement, quand on prend soin de quelqu'un, de soi ou de l'autre, on cherche à offrir et à s'offrir de la sécurité. Je vais y revenir tout à l'heure, mais on va voir que l'être humain est une magnifique machine qui a des mécanismes de réaction qui guident ses actions, ses réactions, ses comportements, et que la plupart du temps, ce qui va nous faire agir est lié à notre besoin de sécurité physique et de sécurité psychologique. On a en France, je crois que le dernier sondage parlait de 90% des travailleurs français, des travailleuses, qui vivent une carence d'estime d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'aise avec leur sentiment de sécurité, avec eux-mêmes. Je pense que la bienveillance, qui consiste à aller donner de la sécurité à la personne que l'on est et à l'autre, est vraiment cette capacité à accepter la personne telle qu'elle est, à lui donner l'autorisation, la permission d'être qui elle est et d'agir telle qu'elle est. Alors, quand on a défini la bienveillance, on peut tout de suite se poser la question de comment je peux compléter la phrase. Je vais bienveiller, mais je vais bienveiller sur qui? Vous savez, on pense toujours que la bienveillance, c'est un acte qui doit être exocentré. C'est-à-dire que notre responsabilité, notre devoir est de faire preuve d'altruisme et d'aller prendre soin des autres. Bien sûr, la bienveillance consiste à prendre soin des autres, mais elle consiste aussi à prendre soin de soi. J'entends, même à distance et sans vraiment vous voir, déjà des objections qui arrivent dans les esprits. Je ne vais pas m'occuper de moi, ça serait égoïste, pour pas dire égocentrique. Je dois avant tout veiller au bien des autres et non pas au mien. On a beaucoup grandi, allez, j'ai envie de dire 25-55 et encore c'est une cote mal taillée. On a beaucoup grandi avec des injonctions éducatives qui nous disaient qu'il ne fallait pas qu'on s'écoute, que penser à soi, c'était égoïste. Et pourtant, je pense qu'on a vraiment le devoir moral, mais qu'on a aussi le pouvoir de prendre soin de nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on doit prendre soin de soi? Moi, j'ai envie de dire pour 3 bonnes raisons. La première, c'est que très clairement, l'autre ne peut absolument pas m'aider sur tout. On prend souvent l'exemple, vous savez, dans les avions du masque qui tombe en cas de dépressurisation de la cabine et que si la jeune maman ne met pas le masque sur son visage, elle ne pourra pas aider son jeune enfant à côté d'elle. Si je le ramène dans le monde professionnel, il n'y a personne qui peut mettre vos chaussures de sécurité à votre place sur un chantier. Et les exemples peuvent être déroulés à l'infini. Personne ne peut vous aider sur certaines choses. La deuxième raison, c'est parce que alors je vais parler plutôt des Français, les Français, les Françaises au travail, n'ont pas forcément la culture d'exprimer à l'autre ce dont ils ont besoin. Et vous allez voir que ça va être l'essentiel de ma prise de parole ce soir, c'est-à-dire que nombre d'entre nous n'a pas forcément identifié ce qui était le bien pour lui. Parce que quand on dit de veiller au bien, prendre soin de ce qui va faire du bien à l'autre, s'est-on vraiment posé un jour, introspecté pour se demander ce dont on avait besoin?
Si je n'ai pas identifié ce dont j'ai besoin, ou alors si je l'ai fait, mais que je ne sais pas le dire, ou je saurais le dire, mais en fait, je n'ose pas le dire, alors l'autre ne peut décemment pas m'aider. Il ne peut pas marcher dans ma tête, il ne peut pas présupposer de mes besoins. C'est la deuxième raison pour laquelle je pense qu'il faut absolument bien veiller sur soi. La troisième, c'est parce que quand bien même j'aurais identifié ce sur quoi il s'agit de bien veiller sur moi, quand bien même je l'aurais exprimé et que l'autre l'aurait entendu, potentiellement l'autre va s'occuper de moi à sa manière, du mieux qu'il pourra sans aucun doute, avec beaucoup de bonnes intentions, mais il ne fera peut-être pas exactement ce dont j'ai besoin. Il ne fera peut-être pas ce qu'il faut ou comme il faut. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de m'occuper de moi. Mais ça ne veut pas dire que la bienveillance s'arrête à cet acte égocentré. Il s'agit aussi de s'occuper de l'autre, évidemment. Il faut bien veiller sur les autres. Nous sommes tous acteurs de la qualité de la vie en général des autres et au travail en particulier. Je dirais qu'avant tout, c'est une histoire altruiste. L'être humain est un animal social. Il y a une forme de contrat moral dans la vie en société qui consiste à être dans la fraternité, à faire preuve de solidarité. Et puis, on a tous un pouvoir insoupçonné d'améliorer la vie de l'autre. Quand il y a cette jeune recrue qui passe la porte du bureau, pardon, notre capacité à lui sourire, à l'accueillir, à lui dire des petits mots pour lui permettre de se sentir inclus et faire partie d'eux, c'est notre responsabilité et ça fait un bien fou. Quand vous avez une collègue qui est en difficulté et que vous lui offrez un coup de pouce sur un dossier, inviter à déjeuner une alternante qui resterait dans un coin ou faire preuve de vigilance partagée quand on est sur un chantier, par exemple. Donc, je pense que prendre soin de l'autre, c'est avant tout une histoire altruiste, mais je vais être un petit peu dure et en même temps honnête. Je pense que c'est aussi extrêmement égocentrique de s'occuper des autres. Pourquoi? Parce que tout être humain a envie d'aider, a envie d'être utile à l'autre, parce qu'il récolte, par cet acte bienveillant et centré sur l'autre, une excellente image de lui-même. Mon besoin d'estime de moi-même, la valeur que je m'accorde, vient être finalement musclée. Je vais venir gagner en image de moi, en fierté, parce que je vois que je suis utile à l'autre et je reçois ça en retour. Et puis, je crois que c'est aussi une histoire finalement égoïste que de prendre soin des autres, parce qu'on a tous envie de vivre une expérience de vie agréable avec les autres. Et c'est quand même beaucoup plus agréable de travailler avec des gens qui vont bien qu'avec des gens qui vont pas bien. Au final, prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, génère un effet de contamination positive. Je vais oser utiliser l'expression contamination positive. Parce que en bienveillant sur moi, je donne l'envie à l'autre de bien veiller sur lui-même. Il va y avoir un effet d'inspiration. Et puis l'autre, si je bienveille sur lui, en fait, je vais lui donner envie en retour de bien veiller sur moi. Il y a une forme de réciprocité qui existe dans la nature humaine. Alors tout ça, si on parle de bien veiller, mais dans le cadre du travail. J'aime à distinguer le fait de prendre soin et de bien veiller sur l'individu et sur l'individu travailleur. Parce qu'on parle là pour l'instant de bienveillance en général, mais ce droit et ce devoir, ils ne s'arrêtent pas à la porte de l'entreprise. Il y a une espèce de croyance ancestrale qui veut qu'on est deux personnes et qu'on laisserait à la porte du bureau notre éducation, nos valeurs, nos croyances, nos états d'être, nos états d'âme. On vient au travail avec ce personnage, vous voyez, tout blanc, tout neutre, c'est la personne que l'on est, l'individu, l'être humain. Et en fait, on vient au travail l'habiller avec ce costume de manière symbolique, mais en fait, on vient prendre soin au travail également de la personne dans le rôle qu'elle occupe. C'est-à-dire dans la fonction qui est la sienne, dans les tâches qui sont les siennes, on vient prendre soin également de la qualité du travail qu'il peut produire, parce que la qualité de son travail va nourrir Je la les remets? qualité de la vie qu'il va vivre. Hein? Donc, j'entends Oui, des personnes qui parlent. je le remets avec la feuille que tu m'as donnée. Ah. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît, pour le bien de la conférence. Donc, quand je prends soin de l'individu travailleur, je prends soin de la personne humaine, mais je prends soin aussi du rôle qu'elle occupe à l'occasion de son travail, de ce qu'elle fait, de qui elle est quand elle travaille. Je prends soin aussi de ses efforts
et pas seulement de ses résultats. On a tendance en France à beaucoup offrir de valorisation à l'être humain au travail lorsqu'il a atteint des objectifs. Et dans les pays nordiques, par exemple, ou en Angleterre, on est beaucoup plus centré sur la valorisation des efforts ou sur la qualité de la personne humaine qui est en train d'exercer ce rôle. Donc, c'est pareil pour les autres travailleurs. Quand je vais prendre soin d'eux, je vais prendre soin à la fois de la personne et du rôle qui est exercé par elle. Et ce, dès le départ, dès l'intégration, dès l'onboarding, dès les premiers instants où la personne rentre dans l'entreprise, jusqu'à son départ. On voit des entreprises aujourd'hui qui mettent un soin tout particulier à prendre soin de l'expérience que vont vivre les travailleurs dans les derniers instants où ils sont au travail. Mais l'espace-temps dans lequel on prend soin des travailleurs, ce n'est pas seulement ni à l'entrée ni à la sortie, c'est tout le long de la collaboration. Dieu sait que depuis 2 ans maintenant, la qualité de la vie au travail s'est largement dégradée. Le niveau de risque psychosocial est en train d'exploser. Le taux de burn-out a été multiplié par 2 en moins de 2 ans. Je ne veux pas vous plomber le moral ce soir, évidemment, mais juste vous dire que c'est tout au long de la collaboration, chaque instant, qu'on a la possibilité de porter attention à l'autre, et notamment d'avoir ce rôle qu'on appelle le rôle de sentinelle en QVT, cette capacité à être centré et attentif à l'autre, dès qu'on sent qu'il y a un comportement, un mot, quelque chose qui montre que la personne elle est en train de se décentrer, de se désaligner de sa nature habituelle. C'est une vraie invitation à faire preuve de bienveillance et de vigilance partagée. Alors, en quoi est-ce que c'est un enjeu? Et je n'ai pas envie de vous faire la liste de tout ce qui est constaté sur le terrain. Je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez envie de vivre de la bienveillance, d'en vivre peut-être davantage, d'être davantage acteur aussi du climat social et de l'expérience que tout le monde fait au sein de votre entreprise. Alors, s'il y avait encore des irréductibles, et j'entends que c'est encore un petit pourcentage dans notre sondage ce soir, j'aimerais leur dire qu'il existe des centaines d'études scientifiques qui maintenant font véritablement la démonstration du cercle vertueux qu'il existe entre le sentiment de bien-être des collaborateurs et leur performance opérationnelle, donc évidemment la performance économique et financière de l'entreprise. Je vais vous présenter un schéma qui, selon moi, représente les bénéfices et le cercle vertueux de la qualité de la vie au travail basée sur des comportements bienveillants. Vous voyez, en bas, il y a cette notion individuelle. Moi, travailleur, l'individu, ce qu'il a à gagner à être bienveillant et à bénéficier de bienveillance, c'est, en bas à gauche, le bien-être, se sentir bien. Il y a un véritable bénéfice humain à avoir une belle qualité de vécu du travail. Si je l'amène au niveau collectif, au niveau de l'entreprise, on appelle ça la performance sociale. Si je reviens au niveau individuel et que je regarde plutôt la partie droite, l'individu travailleur a envie de bien faire. Je ne connais personne qui le matin se lève en allant au travail et se dit « Tiens, aujourd'hui, comment je vais faire pour mal faire mon travail ?» On veut tous être heureux, on veut tous se sentir bien et on a tous envie d'être compétent, d'être efficace, de contribuer à réaliser des objectifs communs. Il y a un bénéfice opérationnel, celle de la qualité du travail. Ce bénéfice opérationnel contribue à la performance économique. Et c'est là où, en fait, il y a une véritable boucle vertueuse. C'est que si, à titre individuel, je me sens bien, je me sens heureux, je dispose de mon plein potentiel, je peux déployer mes ailes, je peux me réaliser personnellement. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de contribuer à la performance du collectif dans lequel je m'inscris. Plus je vais être efficace, plus je vais voir augmenter la qualité de mon travail individuel et par ricochet, la qualité du travail collectif. Au niveau collectif, c'est exactement le même cercle vertueux. Alors c'est bien, on a défini ce qu'était la bienveillance, on a vu que c'était important de bienveiller sur soi et sur les autres, qu'il y avait vraiment tout intérêt pour ce qui est du vécu, de la vivance, mais aussi de l'efficacité, à se comporter de la manière la plus bienveillante possible, envers soi et envers les autres. Mais la phrase n'est pas complète parce que finalement, quand on dit être bienveillant sur soi et sur les autres, il y a une omission simple dans la phrase. On a prévu de bienveiller sur quoi? Vous voyez? Il s'agit de veiller au bien, à mon bien et au bien de mes collègues. Mais c'est quoi
le bien pour moi? C'est quoi le bien pour mes collègues? Il y a quelque chose qui est assez fou, c'est qu'on pense que le bien brut de l'un serait le bien brut de l'autre. Vous savez, cette phrase qui dit être bienveillant, finalement, c'est agir avec l'autre tel qu'on aurait aimé qu'il agisse avec nous. Mais non. Moi, par exemple, je vais avoir besoin de beaucoup de liberté pour me sentir au travail. Mais par contre, peut-être que toi, tu n'as absolument pas besoin de cette liberté. Si moi, manager, je considère que mon bien, c'est ton bien, je vais t'offrir beaucoup de liberté. Et potentiellement, je tombe sur quelqu'un qui, au contraire, a besoin de cadre, a besoin de structure, a besoin d'un petit peu de liberté, de marge d'autonomie. On a tendance à calquer notre vision du monde, de ce qui est bien pour nous, et de penser que c'est exactement le bien de l'autre. L'omission simple dans la phrase, quand je dis bienveiller sur quoi, en fait, c'est la réponse à cette omission, c'est les besoins. Et je vais vous proposer ce soir ma vision complètement personnelle d'une façon d'avoir revisité la pyramide de Maslow, qui est un modèle extrêmement vieux, donc Abraham Maslow, psychologue américain, qui décide de modéliser les besoins de l'être humain. Moi, du haut de mes 42 piges et de mes 20 ans d'expérience professionnelle, je me suis dit, tiens, et si on adaptait ce modèle à la vie au travail? Si on allait voir en fait quelle était la recette de chaque travailleur pour lui permettre de vivre une expérience positive du travail. En gros, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est vous faire une lecture, revisiter encore une fois des besoins essentiels du travailleur. Et je vais vous proposer de venir en introspection pour que vous vous demandiez si vous, les arguments, les informations que je vais vous envoyer, si elles vous parlent. Si oui, effectivement, ça fait partie de la recette de votre bien, à vous. Parce que si nous avons bien une responsabilité, c'est ce que je vous disais en entrée en matière, c'est d'identifier notre propre recette du bien-être au travail. C'est d'offrir les clés à l'autre pour qu'il sache sur quoi bien veiller chez nous. Si nous ne l'identifions pas et si nous ne l'exprimons pas, l'autre, bardé de plein de belles intentions, va calquer sa réalité sur nous et risque de faire des erreurs. Alors, le premier étage, dans les besoins de la pyramide de Maslow, soyons clairs, on n'a pas besoin de nourrir complètement le premier étage pour monter au deuxième, au troisième, etc. Abraham Maslow a été extrêmement mal compris. Je vous propose vraiment une version beaucoup plus dynamique. Vous allez pouvoir aller chercher des éléments dans chacun des 5 étages. Abraham Maslow nous dit que l'être humain a besoin, dans un premier temps, de vivre et de survivre. Alors au travail, ça se traduit comment? L'idée, c'est que si chaque matin, vous partez au boulot en ayant peur d'y perdre la vie, vous allez vous sentir dans un sentiment d'insécurité extrême. On a besoin, quand on va au travail, de se dire qu'on ne va pas risquer d'y contracter une maladie, qu'on ne va pas risquer non plus d'y vivre des accidents. Donc, on veut voir notre intégrité physique préservée. Ne pas perdre sa vie à la gagner. Il y a un autre élément qui est intéressant dans la survie, qui est l'argent. On va tous au travail pour gagner notre vie. Il faut arrêter le tabou. Si demain, on gagne tous au loto, je ne sais pas qui pointe demain matin au travail. Soyons honnêtes. On va tous au travail à la base pour gagner de l'argent. Et dans le besoin de survie, il y a des travailleurs qui veulent qu'on bien veille, qu'on prenne soin de leur niveau de rémunération, considérant qu'ils ont besoin d'un salaire leur permettant, donc un salaire suffisant, leur permettant d'avoir une vie décente. Ok, peut-être que déjà vous projetez des situations que vous avez pu rencontrer. Le deuxième niveau dans les besoins du travailleur sont les besoins de protection et les besoins de confort. Nombre de travailleurs souhaiteraient qu'on prenne davantage soin de la douleur potentielle qu'ils peuvent ressentir au travail. Et quand je dis douleur, je ne parle pas que de douleur physique, je parle aussi des bobos de l'âme, des risques psychosociaux et de toute la façon dont le travail peut finalement devenir pathogène. Donc, il ne s'agit plus là de risquer de perdre la vie, mais de risquer de faire une expérience désagréable et douloureuse du travail. De la même manière, difficile d'avoir le sentiment qu'on prend soin de nous en tant que travailleurs si notre emploi est menacé, si notre niveau de rémunération risque de s'effondrer, si les conditions de travail ne nous mettent pas en sécurité. Si chaque jour je vais travailler en ayant peur qu'une dalle du plafond me tombe sur la tête, nécessairement je vais être en position de repli et je ne vais pas pouvoir offrir le meilleur de moi-même.
Il y a un autre aspect que j'ai appelé l'ordre et l'organisation dans mon modèle. L'être humain, une grande partie en tout cas des êtres humains, ont besoin que les choses soient organisées, qu'il y ait de l'ordre, qu'il y ait une façon dont les choses sont rangées, organisées, dont elles se passent. L'être humain a besoin de routine, a besoin de choses qui se répètent. Ça le sécurise psychologiquement beaucoup. Une autre dimension dont on entend énormément parler depuis quelque temps, c'est l'équilibre pro-perso. Il y va du sentiment de sécurité et de respect de l'être individu que nous sommes justement. Nous avons besoin d'avoir un équilibre dans nos temps de vie pour nous sentir confortables et ne pas réveiller en nous une forme de blessure qui serait celle de l'injustice. Et enfin, et ça fait toujours sourire les psys et les coachs, mais l'être humain a besoin de croire qu'il peut contrôler les événements, avoir le sentiment de maîtriser ce qu'il va se passer. Ça, dans l'ère Covid, ça a été énormément réveillé, ce besoin d'avoir de la visibilité, de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Si on l'extrapole, c'est quelle est la stratégie de l'entreprise, quelle est la vision qui est portée par ma gouvernance et à laquelle j'ai le besoin d'adhérer. Ces deux niveaux-là sont vraiment des besoins que moi j'appelle des besoins d'intégrité qui viennent nous chercher sur des formes de sécurité physique et psychologique. Sur le troisième étage, on va commencer à toucher les besoins sociaux de l'être humain, animal social. Nombre de travailleurs se sentent en difficulté ou au contraire extrêmement à l'aise dans leur vie professionnelle parce qu'ils ont vraiment la sensation de faire partie d'eux. Leur sentiment d'inclusion est nourri. Ils savent qu'ils sont une partie prenante, importante, qui compte d'un collectif de travail. Ce que ça vient chercher chez nous, c'est la blessure de rejet et la blessure d'abandon qui est, pour un certain nombre d'entre nous, stockée dans le cerveau reptilien et qui vient être réactivée très rapidement lorsque un dossier, par exemple, est confié à une collègue plutôt qu'à nous ou qu'on voit nos collègues partir déjeuner et qu'elles ne nous proposent pas de venir avec nous. Parfois, ce sont des items, des symptômes tout simples comme ça qui peuvent venir réveiller notre sentiment de ne pas être intégré, de ne pas faire partie d'eux, de ne pas être accepté de la même manière que les autres. Ça peut venir réveiller aussi une blessure d'injustice. L'être humain au travail a potentiellement besoin de sentir de la cohésion, de savoir qu'il y a une bonne ambiance dans l'équipe de travail et qu'au sein de cette équipe, si jamais il lui arrive d'être en difficulté, il aura la possibilité d'être soutenu. C'est la fameuse valeur fraternité. Enfin, dernier point, et on l'oublie un peu trop souvent à mon goût, nombre de travailleurs peuvent ressentir de la malveillance au travail s'ils n'ont pas le sentiment d'avoir accès de manière libre à l'information ou de ne pas en être finalement les destinataires, ou s'ils n'ont pas la sensation de pouvoir échanger librement, s'exprimer librement. Toujours par peur du rejet et du regard des autres. La deuxième dimension dans les besoins sociaux, c'est le besoin d'estime, qu'on appelle aussi le besoin de valorisation. Je vous en parlais tout à l'heure. Nous, aujourd'hui, sur le terrain, ce qu'on voit, c'est 90% des travailleurs aujourd'hui réclament, hurlent leur besoin d'être reconnus, d'être valorisés. Ils ont besoin de se sentir utiles, d'être impliqués dans les projets et dans la vie de l'entreprise. Ils ont besoin qu'on reconnaisse à la fois la personne qu'ils sont, mais aussi leurs résultats, bien évidemment, et les fameux efforts qu'ils réalisent, qu'ils puissent bénéficier du droit à l'erreur. Un travailleur a besoin, dans le cadre du collectif dans lequel il travaille, non pas simplement de se sentir appartenir à, mais de sentir qu'à l'intérieur de ce collectif, il est apprécié pour qui il est respecté dans sa dignité humaine, qu'on l'autorise à être qui il est, qui il peut être, à faire de son mieux. Il a besoin d'être valorisé personnellement pour que ça nourrisse son sentiment d'estime de lui-même. Un dernier élément qui, à mon sens, peut contribuer à être bienveillant envers des besoins d'estime d'un collaborateur ou d'une équipe, c'est de leur offrir la possibilité d'avoir de l'influence sur le collectif, sur les décisions qui sont prises et sur la façon de vivre ensemble le travail. Le dernier étage, après ces besoins sociaux, certains détracteurs de Maslow disent qu'il ne s'agit plus de besoins, mais il s'agit de désir. L'être humain au travail peut parfaitement se dire qu'il n'y a pas de risque pour son intégrité physique, que concrètement, sa vie au travail est sécurisante, confortable.
il se sent appartenir à, et puis il est globalement bien reconnu dans le travail qu'il réalise. Et pourtant, il part de l'entreprise. Et pourtant, il a l'impression qu'on ne prend pas soin de lui. Ce travailleur est en train d'exprimer un besoin d'accomplissement qui peut prendre plein de facettes différentes. Je vous en donne juste quelques-unes. On a, et je pense que ça va vous parler, des crises de sens. C'est le fameux why. Pourquoi je vais au travail ce matin? Pourquoi je travaille? Pourquoi je travaille? Pourquoi je vais au travail? Pourquoi je fais ce métier? Pourquoi je l'exerce dans cette entreprise? Pourquoi je fais partie de cette équipe et non pas d'une autre? Puis à quoi sert mon travail? À quoi sert le travail de notre équipe? Quelle est la mission? Quelle est l'utilité de notre entreprise? Qu'est-ce qu'on amène au monde en fait? Ces grandes questions de sens peuvent venir écraser en un claquement de doigts les 4 étages préliminaires qui seraient complètement comblés. On voit des travailleurs aussi qui ont besoin qu'on prenne soin de leur envie de s'accomplir en prenant des responsabilités, en relevant des challenges, qu'on leur fasse confiance, qu'on leur donne de l'autonomie dans leurs décisions, dans leur organisation, dans leurs actions, qu'on leur fasse confiance, qu'on les laisse agir tels qu'ils sont et qu'ils puissent finalement aller exploiter venir finalement découvrir leur potentiel, oser utiliser leur créativité pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Un dernier point, c'est la petite puce qui est en bas à gauche, là, avoir des perspectives. Nombre de travailleurs réclament vraiment cette possibilité d'inscrire leur expérience aujourd'hui chez vous, dans cette entreprise, dans ce service, pouvoir l'inscrire dans un parcours où il y aurait de la cohérence, où il y aurait le sentiment de grandir. Et Dieu sait que grandir pour l'un n'est pas grandir pour l'autre. On n'a pas tous envie d'être manager, on n'a pas tous envie d'être dirigeant. Non, être chef d'entreprise d'une grande boîte, c'est pas non plus le Graal socialement. Chacun met vraiment un sens très particulier derrière ce besoin de perspective, ce besoin d'avoir un parcours. Ok, je viens de vous donner ma vision de prendre soin de quoi. On prend soin d'une recette personnelle. Chacun d'entre vous, là, ce soir, a pu, en m'écoutant, se dire « Ok, moi, il y a ça qui me parle. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Tiens, d'ailleurs, en ce moment, c'est un peu pas évident. Ça, c'est très important pour moi. Et waouh, quel bonheur. C'est exactement ce que je vis. » L'idée, ça serait, en fait, dans l'idéal, que tout le monde fasse cet exercice, d'aller introspecter les zones sur lesquelles il souhaite voir de la bienveillance exercée envers lui-même. Et que aussi chacun d'entre nous, on puisse prendre notre responsabilité et se prendre en main et se dire, tiens, mon besoin de sécurité psychologique, peut-être qu'en fait, ce n'est pas à mon collègue, à mon manager, à mon patron de nourrir mon besoin, par exemple, d'estime de moi-même. Si j'ai un gouffre d'estime de moi-même lié à des histoires dans mon enfance, dans mon adolescence, dans le début de ma carrière professionnelle, je peux risquer de courir après des signaux qui vont venir remplir un puits qui est un puits sans fond. Et peut-être que j'ai un travail à faire sur moi-même pour apprendre à mieux m'aimer, à m'offrir davantage de valeur, à mettre un fond dans ce puits pour que quand je percevrai des signaux extérieurs de reconnaissance, eh bien, la petite goutte vienne se rajouter au niveau de l'eau qui commence à s'accumuler plutôt que d'aller se perdre dans les méandres de la nature. J'aimerais juste finir ce soir, je regarde le timing, sur ce que moi, c'est la modélisation que je vous propose sur les fameuses sphères de la responsabilité. Je dis fameuse parce qu'on n'a jamais autant parlé de la responsabilité des entreprises, leur responsabilité sociale, sociétale, environnementale. Et on oublie que trop, que chacun d'entre nous, on a un rôle à jouer au sein des entreprises et des organisations. On est tous responsables de nous-mêmes et on est tous co-responsables de ce que vit l'autre au travail. Et quand je dis l'autre, je parle de mon collègue direct, je parle de mon manager, je parle de mon patron et je parle aussi des autres, c'est-à-dire des collectifs de travail dans lesquels on œuvre. Le modèle que je vais vous proposer très rapidement pour finir ma prise de parole, c'est une façon graphique et visuelle qui me permet de modéliser, selon moi, les sphères de la responsabilité en matière de bienveillance au travail. Il ne vous aura pas échappé qu'on a une petite bulle rose sur la gauche qui s'appelle moi, une petite bulle bleue qui s'appelle toi, et puis une bulle qui nous englobe toi et moi, qui s'appelle nous. C'est notre relation à toi et à moi au travail. Et puis on fait partie tous les deux
et avec peut-être plein d'autres nous d'une grande équipe. Volontairement sur ce soir, pour les besoins d'exercice et évidemment par manque de temps, je vais me limiter au regard sur les parties prenantes internes dans l'entreprise. Je ne vais pas vous parler de la bienveillance avec les clients, les fournisseurs et les partenaires. Veuillez m'en excuser, ce n'est pas qu'il n'ait pas d'importance, mais il y a déjà tellement à dire. Donc moi, j'ai une responsabilité. Je vais commencer par vous parler de ma responsabilité individuelle. Je vous parlerai de ta responsabilité individuelle et je finirai par notre responsabilité collégiale. Ma responsabilité individuelle, elle est de 4 ordres. Le premier, je pense que vous l'aurez compris, ma première responsabilité, c'est de prendre soin de moi-même. C'est ma qualité de vie au travail. Personne ne peut être mieux placé que moi-même pour cultiver ma joie et pour me dire le matin, tiens, ok, positive attitude, je vais essayer de mettre des lunettes roses sur la vie, d'être souriant et de donner de l'énergie positive autour de moi. Exemple, c'est un exemple. Je peux aussi être attentionnée envers toi. Donc, prendre soin de toi, prendre soin de ton expérience du travail, de ta QVT. Par exemple, si je suis chauffeur de bus, que je travaille dans une entreprise de transport et que le soir, lorsque je dépose mon bus au dépôt, je n'ai pas refait le plein. Je sais parfaitement que demain, mon collègue, lorsqu'il arrivera pour prendre sa retournée, il aura un bus qui sera à sec. C'est un tout petit signe, mais c'est un signe très important de prise de soin envers l'autre. Autre exemple, si je suis manager, ma capacité à rédiger une fiche de mission, une fiche de poste claire, à donner des objectifs qui soient smart, qui soient atteignables, qui ne créent pas une immense différence entre le travail prescrit et le travail réel, alors je prends soin de toi, mon manager. Si je suis aussi, par exemple, manager, responsable d'une équipe, je peux, par exemple, mettre en place une forme de flexibilité dans les horaires de travail ou dans les modes de travail pour pouvoir m'adapter à la réalité de ce qu'est ta vie et à tes besoins de conciliation. La troisième dimension, je prends soin de moi, je prends soin de toi, mais j'ai aussi la responsabilité de prendre soin de notre nous, de prendre soin de notre relation, de la qualité de la vie au travail que nous vivons dans cette dimension interpersonnelle. Par exemple, en étant de bonne humeur et agréable avec toi, mais aussi en t'offrant une vraie présence, en étant disponible pour toi, en te proposant mon aide. Et puis, sur cette dimension collective, n'oublions pas que j'ai aussi la responsabilité d'être bienveillant envers ce grand collectif qu'est mon équipe, de prendre soin de la QVT que nous allons vivre au niveau de l'équipe. Ça peut être par exemple de proposer, d'organiser des temps de convivialité en dehors du travail qui vont permettre de nourrir une autre forme de relation et de souder les liens dans l'équipe. Ça peut être, si je suis manager, en donnant du sens aux actions que nous sommes en train d'entreprendre, de permettre à tout le monde de contribuer, de faire du participatif, de l'intelligence collective, pour avoir le sentiment qu'on décide tous ensemble de notre avenir. Alors si j'ai toute cette responsabilité de prendre soin de moi, de toi, de notre relation et de notre équipe, vous imaginez bien que quand je vais passer sur la bulle bleue et parler de ta responsabilité individuelle, de la même manière, tu vas avoir la responsabilité de prendre soin de toi, parce qu'encore une fois, personne ne le fera mieux que toi. Évidemment, tu vas avoir la responsabilité de prendre soin de moi parce que oui, tu comptes pour moi et oui, tes comportements ont un impact sur ma façon de vivre le travail. Et tu vas avoir aussi comme responsabilité de prendre soin de notre relation et de prendre soin de notre collectif. La dernière dimension, c'est celle de la responsabilité collégiale. Il y a moi, il y a toi, mais il y a aussi cette tierce personne, cette entité qui est notre relation et cette autre personne qui est une personne morale, qui est notre équipe ou qui est notre entreprise. Il y a 3 niveaux, à mon sens, de responsabilité collective. C'est que dans notre relation, toi et moi, ensemble, nous prenions soin de notre relation. Vous savez, une relation, c'est comme un fil qui serait tendu entre 2 mains. Il suffit qu'il y en ait un qui lâche le fil pour qu'évidemment il tombe et que la relation s'abîme. Il est de notre responsabilité à tous les deux d'adopter une culture, par exemple, de la régulation. Si nous sentons qu'il y a un caillou dans la chaussure de notre relation,
prendre le temps de poser les choses de la manière la moins violente possible. Et puis, notre équipe, elle a aussi pour responsabilité de prendre soin d'elle. Ça va être, par exemple, bichonner le processus d'intégration pour être sûr qu'on fait qu'on fait corps, qu'on est bien ensemble et que personne n'est mis de côté. Ça va être, par exemple, prendre soin de la convivialité, de l'espace de travail, de la qualité de l'aménagement, pour qu'on ait plaisir aussi à se retrouver sur site, ensemble, physiquement. Ça va être, par exemple, la clarté de l'organisation qui va permettre à l'équipe de prendre soin d'elle. Et pour finir, notre équipe va aussi pouvoir prendre soin de ce qu'on appelle la QVT collective, dans l'idée que cette entité qu'est l'équipe, elle puisse organiser des actions qui permettent tous ensemble de prendre soin de nous. Organiser par exemple des événements de team building, impulser des projets transversaux qui permettraient aux membres de se développer et d'ouvrir finalement leur chakra et leur champ de compétences. Ça peut être aussi de manière beaucoup plus simple et basique, être à jour de ses obligations légales, avoir un document unique d'évaluation des risques professionnels, accompagné d'un plan de prévention des risques et avec un référent santé-sécurité au travail nommé en responsabilité et qui va pouvoir de manière concertée prendre soin de la QVT que nous vivons tous ensemble. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir, prendre soin de soi avant tout, prendre soin des autres. Ne pas présumer, présager, marcher dans la tête, se poser la question de quelle est ma recette du bien-être au travail. Comment est-ce que je peux bien veiller sur moi? Prendre soin de quoi? Prendre soin de quoi pour moi? Prendre soin de quoi chez toi? Et se rappeler systématiquement qu'on a tous une part de responsabilité dans l'expérience de vie qu'on fait au travail. Je vous invite à l'issue de cette conférence, si mon propos vous a touché, vous a interpellé, on va vous faire passer un petit carnet d'exercices qui va vous permettre de vous introspecter et de mettre des mots en fait sur tout ça. Je ne peux que vous inviter à partager le résultat de l'exercice que vous produirez avec votre entourage pour leur offrir en fait la possibilité de mieux prendre soin de vous, pour aussi vous permettre vous de trouver des clés, des pistes pour mieux prendre soin de vous-même. Je pense que bien veiller sur soi, c'est un apprentissage. Bien veiller sur soi, c'est une nécessité pour se préserver soi, pour être sûr qu'on ne perd pas notre santé au travail, qu'on cultive notre bien-être, qu'on cultive notre joie et qu'on fait du travail de manière efficace. Et puis, je pense que, comme vous l'aurez compris, on a, à mon sens, tous un pouvoir incroyable d'infléchir de manière extrêmement positive la vie des autres, des personnes qui nous entourent au boulot. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. Je crois que fondamentalement, c'est important de s'attacher à laisser ce monde meilleur qu'on l'a trouvé. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Manuel. Alors, on a quelques questions et quelques réactions. Donc, on va passer sur cette partie-là. La première question qui a été posée, qui est plutôt d'ordre générique, c'est de savoir si dans tes travaux, est-ce que tu fais un rapprochement avec le coaching professionnel d'équipe et individuel et qui peut finalement s'exprimer que sur un socle partagé de bienveillance. Alors, est-ce que je fais un rapprochement avec le coaching individuel et d'équipe? Oui. En fait, derrière le mot coaching, il est de plus en plus usité. Tout coach, c'est accompagner, purement et simplement. Donc, l'idée de pouvoir accompagner les êtres humains dans leur individualité, à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à mieux partager avec les autres ce qui est important pour eux, je pense que le coaching individuel est un outil fabuleux pour grandir dans cette connaissance de soi et donc pour contribuer à un bien-vivre collectif. De la même manière, le coaching collectif permet de créer ces espaces justement bienveillants, des espaces où on est censé avoir le droit, s'autoriser à être soi, à mettre dans le champ des choses, des parts belles, puis aussi des parts sombres. Rien qu'hier, j'étais en audit QVT, je disais à la personne qui était en face de moi, mais tu sais, il y a plein de choses pas jolies chez toi, il y a plein de choses pas jolies chez moi. En fait, on n'est pas tous des bonnes personnes. On tend à être la meilleure version de nous-mêmes, à faire de notre mieux, mais on fait aussi plein d'erreurs. On est blindé de plein de bonnes intentions, mais on peut aussi beaucoup se tromper. On a le droit de se tromper une fois, bon, allez 2 fois, mais pas 3. Et les coachs, en ce sens, à mon sens, peuvent créer le cadre qui permet d'offrir cette parole et de faire cet apprentissage. J'espère que je réponds à la question.
Ben, on nous le dira au travers du chat. Alors, c'est bien parce que les questions continuent à arriver. On avait une question aussi sur, tu sais, quand tu partageais la façon de prendre soin de soi, prendre soin du travailleur. Est-ce que tu as des exemples à partager que tu aurais vus ou que tu aurais vécu sur la façon qu'on peut faire de prendre soin de soi du travailleur tout au long de sa carrière dans l'entreprise? Parce que tu mettais en avant effectivement que c'était bien de s'assurer de l'intégration, que c'est intéressant effectivement de s'assurer aussi que la fin et la vision avant de quitter l'entreprise restent positives. Mais finalement, comment on peut faire pour l'étaler sur tout le long d'une carrière? Est-ce que tu as des exemples à partager sur ça? Oui, j'en aurais des dizaines. Je pense que c'est important que chacun d'entre nous, déjà, on apprenne à faire l'indistinction entre la personne qu'on est et celle qu'on présente au travail. On a souvent parlé des difficultés à être authentique et à être sincère au travail. Regardons, ne serait-ce que dans les entretiens de recrutement, cette capacité qu'on peut avoir à donner le meilleur visage de nous-mêmes pour plaire à la personne qui est en face de nous, quitte à venir marcher et écraser complètement des parts de nous-mêmes. C'est vraiment à courte vue parce que tôt ou tard, la personne qu'on est, en fait, elle rejaillit. Je ne crois sincèrement pas qu'on a deux corps, deux esprits, deux cœurs. Enfin, c'est pas jouable. Si vous avez été éduqué avec l'idée qu'il faut être utile aux autres, ça va être un moteur très puissant chez vous. Et donc, si au travail, un jour, on vous fait comprendre qu'on pourrait très bien se passer de vous, vous allez avoir, et là j'espère que vous faites le lien, votre besoin de sécurité qui va s'effondrer. J'ai l'exemple là d'un service communication marketing à qui on a dit que de toute façon, en situation économique complexe, c'était le premier service qui saute. Il y a un niveau de pression et de stress dans ce service qui est extraordinaire, qu'il n'y avait pas avant qu'on pose ces mots-là. Dans les besoins de l'être humain en général et de l'être humain au travail, ce qu'il faut bien entendre, c'est que c'est extrêmement mouvant. C'est-à-dire que si là, je sais pas moi, Thierry qui est connecté, Thierry, il prend son petit carnet d'exercices et dit « Ok, chez moi aujourd'hui, besoin 1, c'est celui-ci, 2, 3, 4 ». Si Thierry, et je touche du bois, il lui arrive un malheur, sa recette personnelle du bien-être au travail, en fait, elle va bouger en un quart de seconde. S'il change de service, s'il change de manager, s'il perd un proche, la recette, ce qui fait que Thierry, il aura l'impression de prendre soin de sa vie et qu'on prend soin de lui, en fait, les curseurs vont littéralement bouger. Et donc, je crois, si j'essaie de répondre à ta question, que c'est tout au long de notre vie qu'il s'agit de s'observer, de prendre cette forme de prise de hauteur et de venir à l'intérieur de nous. Et donc, du coup, aussi d'être attentif aux autres et à leur façon de bouger. Je suis toujours très épatée par... nous, on intervient souvent quand il y a des cas de burn-out parce que c'est aussi beaucoup... Enfin, c'est mon histoire, donc j'ai une sensibilité très forte à ça. À chaque fois, les collègues disent, on sentait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. On la voyait, en fait, glisser dans le toboggan. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais en fait, on ne sait pas comment agir. Et souvent, on ne sait pas comment agir parce qu'en fait, on ne connaît pas vraiment ce qui se passe pour la personne parce qu'on ne sait pas vraiment comment elle est câblée, tout simplement. Ça me fait, je vais enchaîner sur une question qui est arrivée plus tard, mais qui est parfaitement en lien avec ton commentaire, puisqu'il y a un partage qui a été fait dans le chat d'un constat sur le fait que dans certaines écoles, et je pense qu'on peut même extrapoler dans certaines entreprises, que les personnes sont poussées à être des requins, dans le sens dont on le comprend. Et finalement, la question, c'est est-ce que être un requin tel qu'on l'entend et tel qu'on pousse apparemment les gens à l'être, est-ce que c'est compatible avec cette notion de bienveillance ? Bah, si vous êtes un requin au milieu des requins. Ouais, pardon pour l'ironie. Dans ma vision des choses, et encore une fois, ça m'appartient, derrière le terme requin, pour moi, il y a l'idée d'aller croquer l'autre. Et j'ai pas l'impression que dans les dents de la mer, le requin, il avait envie de faire des câlins à cette pauvre petite nageuse qui, moi, personnellement, m'a traumatisée toute mon enfance. Donc, si déjà, à la base, on dit... Soit un requin, ça veut dire mange l'autre, ça veut dire écrase l'autre, ça veut dire nourrit un climat de compétitivité qui, en fait, à chaque instant, va remettre en question que tu es la bonne personne au bon endroit et que tu es le meilleur là où tu es. Donc, c'est une forme de pression, de compétition, de besoin permanent
Non pas de tirer vers le haut et de se remettre en question et de progresser pour être une meilleure personne et faire avancer un sens commun, mais au contraire pour nourrir des intérêts totalement individualistes qui sont liés à l'orgueil et à l'ego. Il y a des boîtes, je pense à des boîtes de consulting par exemple, où la culture d'entreprise est énormément axée sur ces valeurs-là. Si vous êtes un type rouge 100%, que vous avez l'esprit combatif et que vous, pardon pour la vulgarité, vous n'en avez absolument rien à foutre de comment se sentent vos collègues, mais allez dans ce genre de boîte. Ça sera bienveillé sur vous. Ça sera honorer votre culture en fait. Par contre, si vous avez du mal avec les gens qui passent leur vie à vous dévaloriser, ce qui signifie qu'ils ne s'accordent pas beaucoup de valeur à eux-mêmes à la base, hein, sinon ils ne s'amuseraient pas à vous écraser. Si vous n'êtes pas bien avec une collègue qui fait tout le temps la tronche ou un manager qui ne vous écoute pas, changez d'environnement. Alors ok, c'est facile à dire. On pourra reparler. Ça me fait réagir sur une des dernières questions qui est arrivée aussi, c'est finalement comment un manager peut appréhender les besoins de chacun, puisqu'il a plusieurs toits autour de lui. Donc, comment il fait pour comprendre tous les besoins différents et pour pouvoir justement les intégrer et y répondre au mieux pour prendre soin de l'autre? Je crois que c'est toute la difficulté de l'exercice managérial, c'est d'arriver à être la meilleure personne possible, le meilleur accompagnant, le meilleur coach possible pour chacune des parties prenantes de son équipe et pour le collectif, encore une fois, et pour cette personne morale qui est fabriquée par l'ensemble de ces personnes physiques. Ma réponse, ça serait de s'accorder le droit, le temps d'apprendre à les connaître individuellement. Et ça ne se décrète pas, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Oui, ça prend du temps, mais c'est avant tout une culture. Nous, en qualité de vie au travail, typiquement, c'est intrinsèque dans notre philosophie de dire pour faire société, pour être équipe, pour coopérer de manière efficace et dans le bien-être, il nous faut nous connaître. Quand on dit il nous faut nous connaître, ça veut dire qu'il nous faut avoir accès à la part de toi qu'on appelle la part extime, c'est-à-dire ce que tu es OK pour mettre dans le champ et me raconter. J'ai pas besoin de connaître ta position sexuelle préférée, on s'en fout, ça n'a pas sa place au travail. Par contre, savoir que tu as été battu pendant toute ton enfance, savoir que dans ton dernier job, tu n'as jamais eu d'augmentation en 10 ans, savoir qu'en fait, il y a des choses qui comptent pour toi. Prendre le temps d'apprendre à se connaître, c'est, à mon sens, un investissement qui est extrêmement rentable sur le long terme. Mais encore faut-il que chacun ait envie de se connaître, que chacun fasse cet effort d'introspection pour aller se demander en fait à quoi il tourne et que chacun se sente libre de l'exprimer. Nous, on voit beaucoup de démarches qualité de vie au travail qui sont mises en place, où on crée ces espaces de discussion permettant de libérer la parole et d'oser exprimer des choses de soi et de son vécu et de ce qui est OK et de ce qui n'est pas OK, mais où finalement la parole, elle est faussement libre. C'est-à-dire, par exemple, on va faire des baromètres sociaux. Et alors moi, personnellement, je suis une anti-baromètre parce que sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que la parole individuelle est écoutée pour remonter à un niveau collectif où toutes les datas sont consolidées, ça nous fait des jolis tableaux de bord qui clignotent et qui permettent de savoir bon an, mal an ce qui se passe dans l'équipe. C'est pas comme ça qu'on peut savoir comment vont les gens. Il faut sortir de la vision collective, il faut aller sur de la vision individuelle et les managers ont beaucoup d'objections par rapport à ça, argumentant évidemment de droit, hein, le manque de temps. N'oublions pas, et je finirai par ça, que si chaque collaborateur était capable en 5 minutes de livrer sa recette de la qualité de vie au travail, c'est-à-dire ce qui lui permet d'être bien et ce qui lui permet de bien faire son travail, si chaque collaborateur avait pris la responsabilité de faire cet exercice et de la livrer à son manager, alors les EIM, les entretiens individuels de management, seraient sacrément plus productifs et les équipes fonctionneraient mieux. Et justement, tu fais comment quand tu as le toi en face qui ne souhaite pas se connaître et qui ne souhaite pas partager ses besoins? Ou alors, si j'extrapole encore plus, c'est comment je fais pour prendre soin de l'autre si son besoin finalement est peut-être limite antinomique avec le mien, voire carrément en opposition avec mes valeurs? Bon, la question de départ, c'est est-ce qu'il a envie que tu prennes soin de lui? Il y a un syndrome qui est très fréquent chez les personnes très exocentrées, très altruistes, le syndrome du sauveur, de mettre une cape dans le dos et de vouloir toujours prendre soin des autres et d'anticiper leurs besoins. Vous savez, c'est quand votre maman, elle vous servait de l'eau dans votre verre à table avant même que vous ayez soif. Il n'y a rien de pire que d'être sauvé par quelqu'un alors que vous ne lui avez pas demandé d'aide
Ça, c'est pareil, dans la philosophie QVT et dans la communication non violente en général, vraiment une règle d'or. On ne prend soin de quelqu'un alors sur des moments bien précis, hein, qu'à partir du moment où la personne elle vous a demandé clairement d'avoir de l'aide. Sur le socle de départ, prendre soin de l'autre, c'est avoir l'attitude qui paraît la plus alignée avec la culture de l'entreprise et donc en cohérence aussi avec vos propres valeurs. C'est très difficile d'offrir à l'autre ce dont il a besoin si c'est quelque chose qui est antinomique avec vos valeurs. Et auquel cas, moi, le conseil que je donne sur le terrain dans ces cas-là, c'est de verbaliser la chose. C'est de dire, là, tu vois, par exemple, tu me demandes de chronométrer tes temps de travail parce que tu as envie de savoir si tu es productif. Moi, personnellement, si je chronomètre tes temps de travail, j'aurais le sentiment de te fliquer, de te surveiller et je suis super pas à l'aise avec l'image que ça me renvoie de moi. Donc, en fait, s'il te plaît, j'entends ton besoin de te chronométrer, mais ce que je te propose, c'est que tu te chronomètres tout seul et je veux pas l'info et je veux pas savoir quand tu le fais. Et, s'il te plaît, me fais pas ça. Nourris ton besoin, mais ne m'implique pas là-dedans. Bon, c'est un exemple, hein. En fait, il y a tellement de cas. Tellement de cas. Justement, quand tu es dans une équipe où tu peux avoir des conflits latents ou même des conflits qui sont clairement exposés, comment la bienveillance, elle peut aider? Est-ce que tu aurais des exemples justement sur ce que pourrait apporter la bienveillance dans ce type de conflit-là, dans ce type de situation-là? Je pense que la bienveillance est le socle de la communication non violente en cas de conflit. Bon, il y a toute une méthodologie qui est proposée évidemment en communication non violente. Et il y a une étape dont j'ai assez peu parlé, c'est l'observation. Je vous en ai parlé un tout petit peu quand je vous invitais à être des sentinelles au travail. Il y a cette capacité à observer l'autre. Donc à l'observer avec nos yeux, à l'observer avec nos oreilles et à aller capter des signaux qui sont des signaux non verbaux. Quand il y a un conflit, le conflit il n'éclate pas comme ça du jour au lendemain. Il y a une montée, il y a une progression. Il y a toujours un conflit de valeurs interne, c'est-à-dire que je ne peux pas me mettre en colère et avoir envie de manger l'autre et de le dominer si la relation est fluide et si mes besoins et mes valeurs sont nourris. Ça veut dire que si en amont, j'ai identifié, j'en reviens, pardon, mon disque il boucle, hein. Si j'en reviens à avoir observé ce qui est important pour l'autre, à avoir observé ce qui est important pour moi, alors je vais mettre beaucoup plus de lisibilité, de conscience, de sens, de clarté sur ce qui est en train de nous opposer. Ce qui nous oppose, ce n'est pas le fait que j'ai pas remis du café dans la machine. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand tu ne remets pas du café dans la machine, moi, ça vient en conflit avec ma valeur qui est le respect. Parce que je considère que quand tu fais ça, en fait, tu me manques de respect. Donc, c'est cette capacité, je pense, des exemples dans la vie du travail, en fait, il y en a presque à chaque instant. Cette capacité à observer, en fait, ce qui va créer la divergence dans les besoins, ce qui va créer le non-respect de certaines valeurs qui sont extrêmement importantes pour soi et pour l'autre. Et justement, il y a une réaction qui est liée à ça et qui est aussi une question, c'est dans ton analyse et ce que tu as pu vivre par rapport à des obstacles systémiques notamment, qui font que les conditions de travail ne sont pas si souvent bienveillantes. C'est quoi l'analyse que toi tu en ressors? L'analyse des conditions de travail malveillantes. Alors moi, je suis un foutu patron, hein. Ça fait 20 ans que je suis à mon compte. Je suis une ancienne vice-présidente de MEDEF, CJD, enfin tout le tout team. Donc j'incarne la voix du patronat. J'espère d'un patronat humaniste et responsable. Et en même temps, je pense que je suis la patronne la plus protectionniste du travail qui soit. Ceci étant dit, je suis OK pour tirer à boulet rouge sur un certain nombre de patrons, comme je vais tirer à boulet rouge sur des managers ou sur des travailleurs. Je pense que le sujet des conditions de travail est un sujet qui a été assez mal mené, assez mal regardé. D'abord parce qu'on s'est posé la question de qu'est-ce qui fait notre bien-être au travail il n'y a quand même pas si longtemps que ça. Enfin, je veux dire, l'accord national interprofessionnel sur la QVT, le premier, il date de 2003. Enfin, vous voyez, c'est quand même un sujet extrêmement récent. Donc, on a une forme d'immaturité et de manque de recul, d'éducation, de formation, des gouvernances d'entreprise sur le sujet de la QVT en général et des conditions de travail en particulier qui est énorme.
moi, à mon sens, et on a un énorme travail d'éducation populaire à faire, et merci à l'ESCES, parce que je considère que cette conférence ce soir, typiquement, c'est une forme d'éducation populaire pour arriver à prendre conscience que voilà, on a tous des besoins, encore une fois, singuliers. Je pense qu'il y a un manque de culture de la part des directions d'entreprise. Ils sont pas, enfin, je veux dire, on n'est pas, je sais pas moi, mon expert comptable en 18 ans, il m'a écrit 2 fois, je crois, sur le sujet du bien-être au travail. Enfin, c'est pas un sujet. C'est juste pas un sujet pour les patrons. On est beaucoup trop câblés performance économique et financière. Les managers, quant à eux, ils sont pris en permanence entre le marteau et l'enclume. Ils font de leur mieux. Ce sont souvent des techniciens qui n'ont donc pas développé leur fibre humaine, leurs compétences managériales, en fait, hein, tout simplement. On leur dit de manager des gens, mais en fait, déjà, ils ont du mal à se manager eux-mêmes. Et franchement, je ne veux pas du tout les critiquer ou leur jeter la pierre. C'est hyper dur de se manager soi-même. Je crois qu'il n'y a pas de métier plus dur aujourd'hui que d'être manager. Voilà, clairement. Et puis, sur la question des conditions de travail, je crois que les travailleurs, pour finir, ils ont eux aussi leurs responsabilités. Vous en connaissez beaucoup, vous, autour de vous, des travailleurs qui osent dire quand ça ne va pas? C'est facile de reprocher à un patron de ne pas donner ce qu'il faut ou à un manager de ne pas faire ce qu'il faut, mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez osé dire les choses? Je vais prendre un exemple concret. Lors d'un récent audit, là, QVT, j'étais en entretien individuel avec une dame qui, en fait, était complètement démotivée et elle avait purement et simplement perdu le sens de son travail. Mais il lui a fallu, au bout de 45 minutes d'entretien, on a réussi à mettre le doigt que le problème, c'était ça. Je veux dire, est-ce que c'est la faute du patron si elle a perdu le sens du travail? Est-ce que c'est la faute du manager? Enfin, sortons de la faute à l'autre, quoi. À un moment donné, prenons nos responsabilités, faisons du mieux chacun de notre côté. Mais par contre, je crois qu'on n'a plus le droit en 2022 de ne pas avoir cette lisibilité, en fait, sur ce dont on a besoin et de l'exprimer à l'autre. On a aujourd'hui le cadre pour ça. Même légal. Ça me donne envie de réagir et de débattre pendant des heures, mais on a un timing, donc Oui. j'essaye. Je vais grignoter un peu de temps et je m'en excuse par avance parce qu'il y a encore 2-3 questions et elles sont hyper intéressantes aussi. Justement, pour réagir sur ça et sur le manager, il y a un commentaire qui a été partagé et qui est tellement vrai dans les organisations, c'est qu'on dit finalement on demande souvent aux managers de façon générale de s'occuper de la QVT et on lui demande beaucoup de choses. Mais qui s'occupe de la QVT du manager? Ma réponse, c'est toi-même, manager. Occupe-toi de ta QVT. Prends soin de toi. Encore une fois, il n'y a personne qui pourra mieux prendre soin de toi que toi-même. Et puis, ose dire que tu as un sujet. Là, on parle des managers, mais les DRH. Mais mon Dieu, être DRH depuis 2 ans. Faut être motivé, hein. Faut avoir la foi. Et pas seulement être un technicien du métier à aimer faire des payes et des plans de formation. Il faut vraiment aimer l'humain, vraiment. Donc, manager, si tu es en train d'hurler que tu es toi aussi un sujet et qu'on ne s'occupe pas de toi, sois exemplaire, prends soin de toi, ça donnera envie à tes managers de prendre soin d'eux-mêmes, ça donnera envie à tes managers de prendre soin de toi, ose dire ce dont tu as besoin et fais-toi respecter de ta hiérarchie. Donne-leur aussi cet exemple et tu veux faire quoi? Tu veux passer toute ta vie à pas voir tes enfants grandir, à rentrer stressé, à te demander ce que tu fais là? Oui. On va revenir sur des notions que tu avais abordées. Je pense que c'est des petits éclaircissements complémentaires sur l'interprétation que tu as faite et ta lecture de la pyramide de Maslow. Oui. Pour revenir un peu sur cette notion de manque d'accomplissement, et effectivement, je pense que quand tu as parlé du sens au travail, d'utilité de son travail, de sens et de ce que j'apporte dans la société au niveau global, je pense que ça a allumé pas mal de lumière. Et on a eu une réaction justement pour revenir un peu sur ce sujet-là et de dire, mais est-ce que finalement le manque d'accomplissement remet en question les besoins précédents en termes d'estime et d'appartenance? Ah ouais, alors, je vais prendre l'exemple, les gens qui travaillent par exemple dans l'humanitaire sont capables de sacrifier les 4 premiers étages sur l'autel du sens au travail. Je prends autre exemple, moi je fais la moitié de ma vie dans l'économie sociale et solidaire et notamment dans le secteur de l'insertion par l'activité économique. Les personnes qui bossent dans l'IAE sont à tel point
convaincues de l'utilité de leur métier, qu'elles sont capables de faire des horaires de dingue, d'avoir des locaux pourris, de courir après l'argent en permanence, de manquer de temps pour faire du lien entre elles. Enfin, on est capable. En fait, ce haut de la pyramide, je pense que Maslow, à l'époque, sciemment, il l'avait mis tout en haut, un peu façon maçonnique, vous voyez, façon le Graal, enfin, voilà, le chakra violet de tout en haut. Bon, je pense que c'est une part de nous qui est extrêmement importante et qu'on s'autorise plus ou moins à aller visiter. Certains d'entre nous n'ont absolument pas grandi dans des environnements familiaux ou éducatifs où on leur a donné la possibilité de poser la question pourquoi. Enfin, combien il y a d'enfants, quand ils ont dit pourquoi à papa ou à maman, on leur a dit parce que. Enfin, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de se poser la question du why. Il fallait mettre la table, il fallait faire ci, il fallait avoir des bonnes notes. Mais à quoi ça sert d'avoir des bonnes notes? Ouais, il faut avoir des bonnes notes parce qu'il faut avoir des bonnes notes. Enfin, et 2 claques même à la limite. Donc déjà, on n'a pas tous la même liberté d'accès à cette question-là. Certains d'entre nous sont un peu pris voilà, dans les griffes de ça. Et puis d'autres sont capables tellement de nourrir ce besoin d'accomplissement et d'être utile au monde qu'ils sont capables d'abîmer, d'avoir un salaire pourri. Par exemple, dans l'humanitaire, c'est flagrant. Donc voilà, j'ai envie de te répondre ça. Il y a les deux. On peut complètement abîmer les autres étages sur l'autel du besoin d'épanouissement et de sens. La dernière question que je vais avoir, j'en ai d'autres qui sont arrivées dans le chat et je m'en excuse, effectivement, le timing étant contraint, on n'aura pas le temps malheureusement de répondre à ces dernières questions. La dernière et après l'autre, c'est plutôt un axe de réflexion ou en tout cas une ouverture. Il y a une question qui est très intéressante puisqu'on dit qu'aujourd'hui, on demande de plus en plus, il y a une injonction même auprès des entreprises et des organisations et des managers à être bienveillants. Et finalement, la question qui est posée, est-ce que c'est pas devenu un mot un peu galvaudé et s'il n'y aurait pas un autre mot pour le remplacer? Je suis désolée parce que en fait, c'est vraiment ce que j'ai dit en tout démarrage de conférence, mais j'ai pas dû être assez explicite et j'étais peut-être un peu un diesel qui a besoin de démarrer. En fait, moi, on se moque régulièrement de moi parce que je parle de bienveillance toute la journée. Et pour moi, s'il y a de la bienveillance et de la responsabilité dans l'entreprise, alors on n'a même pas besoin de parler de QET puisque tout se passe bien. Moi, j'ai aucun problème avec le mot bienveillance. Je suis en colère, hein, oui, c'est l'émotion avec laquelle je suis connectée. Je suis en colère de voir à quel point ce mot a pu être galvaudé. Il a été transformé, il a été usité de 1000 manières, il a été complètement détourné. Et encore une fois, ce n'est pas le mot le problème. C'est le fait de ne pas incarner dans les comportements ce mot joli, magnifique, à la mode qu'on affiche. Je ne vais pas donner de nom. J'espère qu'ils ne sont pas là à la visio. Allez, les 3/4 des entreprises avec lesquelles j'ai échangé, Comex, Codir, dirigeants, DRH, où je vois la bienveillance écrite dans la charte éthique. Et je dis, waouh, c'est super, on va bien s'entendre. Alors, mais dites-moi, la bienveillance, concrètement, elle s'incarne comment chez vous? Alors, incarner, c'est un mot pas évident. Donc, elle se traduit comment dans les comportements, en interne et en externe? Tiens, en externe, par exemple, est-ce que avec vos clients, vos conditions générales de vente, elles font 252 pages écrites en Times New Roman Police 4? Ou est-ce que vos conditions générales de vente, elles tiennent en 4 lignes? Elles sont extrêmement claires, vous les avez explicitées. Est-ce qu'en interne, la grille de salaire, elle est transmise? Est-ce que quand vous remettez les bulletins de paye, ils sont fermés dans des enveloppes triplement scellées et posées dans les bannettes dans le noir? Ou est-ce qu'il n'y a aucun problème pour parler de la politique de rémunération? Est-ce que les décisions, elles se passent de manière transparente ou est-ce qu'il y a des jeux de pouvoir derrière et donc toujours une dimension occulte? Ce n'est pas le mot le problème. C'est le fait que quand on ose l'afficher, qu'on ose dire « j'ai l'intention de faire vivre une expérience bienveillante aux gens qui travaillent dans mon entreprise », alors on a le devoir de faire de notre mieux, de l'incarner très concrètement dans les comportements et d'entendre. C'est un peu ce que je vous disais en entrée en matière. Moi, j'ai absolument je ne suis absolument pas exemplaire. Je me bats chaque jour avec ma capacité à bienveiller sur moi-même. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez, je suis super fatiguée. Je ne prends pas soin de mon sommeil. On a l'obligation de faire de notre mieux et de reconnaître quand c'est pas OK. Et d'accepter quand l'autre nous dit que c'est pas OK. Ça me fait tellement écho sur d'autres choses, notamment les 4 accords Toltec. Enfin bref. Oh bah.
Le dernier point qui est plutôt effectivement une piste de réflexion, c'est une recommandation qui a été faite au travers du chat de dire finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas plus insister aussi sur la notion d'exemplarité managériale là? Oui et non. Quand, encore une fois, manager, paix à ton âme, c'est tellement chaud d'être manager. Quand ensuite on lui dit: «Ah, tu as intérêt d'être exemplaire, hein, parce que tu comprends, hein, l'être humain, il apprend par modélisation et donc tu es censé être la meilleure personne de nous tous». Non mais le pauvre, il avait déjà les épaules qui étaient hyper lourdes. On lui dit: «En plus, tu as intérêt d'être exemplaire». Non, il a juste intérêt à bien veiller à ses propres besoins, être à l'écoute des autres, prendre soin du mieux qu'il peut en remettant systématiquement balle au centre sur le fait que c'est un humain, qu'il est vulnérable, que lui aussi il est fragile et qu'il fait de son mieux et qu'il est OK pour apprendre, qu'il est humble, que oui, il va faire des erreurs. Mais non, si on commence à lui dire: «Tu as intérêt à être exemplaire», l'injonction supplémentaire que faut qu'il ait envie lui-même d'être exemplaire et d'être la meilleure personne qui soit, mais ça peut pas venir de l'extérieur. Enfin, en tout cas, bon, c'est mon point de vue. Mais on Foutons-leur est la là paix. pour en discuter et effectivement pour partager ton point de vue. Merci, merci Emmanuel. Merci Je à pense vous. qu'on peut résumer effectivement sur prendre soin de soi déjà, c'est la première étape, hein, et c'est pas forcément ce qu'on fait. Merci Hélène. Alors, une conclusion en quelques mots, c'est pas facile, hein, après ce waouh que nous avons tous partagé. Peut-être que moi j'ai envie de vous dire que demain matin je vais mettre mes lunettes roses, donc ça tombe bien puisqu'on est à Toulouse, donc ça sera pas trop décalé. Et puis en premier, je vais penser donc à prendre soin de moi en responsabilité. Peut-être que le deuxième point qui viendra en parallèle, ça va être m'intéresser réellement à toi, à chacun, et prendre soin de toi pour savoir aussi ce qui compte pour toi. Et enfin, dans cette démarche de va-et-vient entre le collectif et l'individuel, ça me semble important et merci de cette notion de baromètre qui nous amène tous à penser qu'il faut absolument avoir des indicateurs de tendance, des choses qui sont modérées et dans le collectif, non. Il y a l'individu avant tout. Le troisième point, ça serait de s'engager dans un collectif, ensemble, de s'engager ensemble. Et peut-être qu'avant, demain matin et de changer de lunettes, moi j'ai envie ce soir de tout d'abord, Emmanuel, Hélène, de vous dire à quel point vous comptez pour nous, vous comptez pour moi. Et agrandir ça et vous dire à tous, nos parties prenantes ce soir, que si vous êtes là, engagés dans ce collectif, vous avez vous aussi réalisé un acte engagé ce soir, ensemble, voilà, on a été engagés et vous partagez également que vous comptez beaucoup pour nous. Donc, ça me semble le point essentiel de cette fin de conférence. Un grand merci, voilà, avec beaucoup d'émotions à Emmanuel et Hélène.